Donc on va passer à l'enregistrement dans un instant, Votre Excellence. Bienvenue, Votre Excellence, ici dans notre studio d'Al Jazeera. Comment pourriez-vous décrire votre relation avec les institutions de l'Organisation de l'Union africaine après le dernier sommet? Maintenant, le Mali est toujours suspendu. Vous savez, notre ministre des Affaires étrangères, accompagné de ses deux homologues de Burkina Faso et de la Guinée, ont été à la réunion de l'Union africaine. Je crois qu'ils ont tout expliqué du compte-rendu qui nous avait été fait. Beaucoup de chefs d'État ont bien compris la position du Mali. Maintenant, les déclarations qui ont été prises après, nous pensons que n'auront pas d'influence parce que nous sommes déterminés à aller dans le sens que veulent nos peuples. Les peuples disent aujourd'hui la priorité pour eux, c'est la lutte contre le terrorisme, la lutte pour la sécurité. Et parallèlement, nous faisons les réformes politiques et institutionnelles pour retourner à l'ordre constitutionnel. Maintenant, tout le reste, tout le lobbying qui se fait au niveau des organisations sous-régionales, ça c'est une autre affaire. Et ceux qui viennent chez nous comprennent que c'est totalement différent de ce qui est dit dans les différents rapports. La preuve, le président de l'Union africaine, Safaki, était arrivé au Mali il y a quelques semaines, quelques jours avant le sommet de l'Union africaine. Et je crois que si vous regardez son discours, après avoir passé en revue la situation sur le terrain, ce discours est plus proche de la réalité que la reconduite des concessions. Comment souhaitez-vous faire améliorer cette relation avec l'Union africaine? Nous avons décidé de nous assumer d'abord, continuer à faire ce que nos peuples demandent pour se faire approuver par ces peuples et parler avec nos partenaires et de l'Union africaine et de tous nos amis dans le monde et raffermir nos relations avec les pays qui nous comprennent et nous soutiennent. Nous sommes certains que sur le long terme, nous aurons raison parce que la vérité finira par triompher avec le retour progressif de la paix et l'organisation du processus de transformation de nos États. Quelles sont vos attentes de la part de ces institutions africaines, surtout dans la lumière de la situation économique et sécuritaire au Mali? Vous savez, en Afrique, on a appris à faire comprendre que sans les institutions, sans l'extérieur, on ne peut rien faire. Au Mali, nous avons inversé cette situation et je crois dans les pays qui nous entourent aussi. Vous savez que c'est le même pays, les mêmes militaires, les mêmes terrorismes. Il y a 2-3 ans, la situation était pire que cette année. Des camps militaires entiers tombaient, des villages étaient rasés. Ce système est bloqué aujourd'hui. Notre armée a pris l'initiative, elle monte en puissance. Qu'est-ce qui a changé? C'est le leadership. Nous avons un nouveau chef d'État qui a une vision très claire par étape. Priorité d'abord la sécurité. Deuxième étape, sécurité alimentaire, sécurité physique, sécurité éducationnelle, sécurité de santé, sécurité d'aller et revenir et parallèlement organiser le processus de transition vers des institutions constitutionnelles. Et non pas l'inverse. Certains auraient voulu que nous continuions à parler seulement du retour aux institutions. Nous avons dit que ça ne peut pas marcher. Nous avons fait 30 ans d'élections et pendant ces 30 ans, il y a eu plus de 3 ou 4 coups d'État. Il y a d'autres pays d'Asie, par exemple l'Afghanistan, on a vu, ils ont fait 20 ans là-bas. Un jour, ils ont décidé de partir. Ça veut dire qu'il faut laisser les peuples décider de ce qu'ils doivent faire. Personne de l'extérieur ne peut imposer un ordre dans un pays. Seuls les fils du pays doivent connaître leurs problèmes et l'ordre de priorité dans lequel ils doivent le résoudre. C'est à cela que nous sommes attachés aujourd'hui. Je crois que c'est le grand tort des autorités maliennes, c'est ça. Avant, il y avait des autorités qui étaient félicitées. Le Mali était cité en exemple.
Mais si vous demandez à la population, il était totalement désespéré. Aujourd'hui, nous avons inversé la tendance. Les terroristes n'ont plus de sanctuaires, ils n'ont plus de base militaire dans notre pays. La peur a changé de camp. Donc, tout a changé, comme vous venez de dire, Votre Excellence, et vous voulez entendre ce que le peuple veut. Alors, parlez-nous de ce qu'on peut attendre du référendum qui devait prendre place la troisième semaine de ce mois. Est-ce que vous allez organiser ce référendum comme prévu? Le référendum sera organisé conformément au projet de constitution que le président va soumettre à la population. Il sera organisé, Inch'Allah. Jusqu'à présent, les institutions électorales n'ont pas été convoquées. Vous savez, nous avons mis en place un organe indépendant d'organisation des élections. Cet organe est totalement indépendant. Donc, c'est lui qui déterminera le rythme auquel il va travailler, qu'est-ce qui va être fait quand. Ça relève de son autorité. Ce que nous devons faire au niveau de l'exécutif, c'est de préparer tous les textes législatifs, réglementaires, y compris le projet de constitution, et nous tenir prêts. À tout moment, lorsque l'organe chargé des élections nous dit de déclencher le processus, nous sommes prêts. Donc l'exécutif, le Parlement et le président se tiendront prêts et se mettront à la disposition de l'organe chargé d'organiser les élections, qui est un organe indépendant. Votre Excellence, vous avez renoncé à la coopération avec la France. Quelle est votre évaluation de cette mesure et des conséquences sur le terrain? Je voudrais rectifier. Nous n'avons pas renoncé à cette coopération. C'est la France, disons les dirigeants français, qui ont voulu imposer à notre pays ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire. Nous avons dit que cette époque est révolue. C'est notre pays qui choisit ses dirigeants, son gouvernement, et choisit ses partenaires. On dit qu'on ne choisit pas ses amis et ses parents, mais on ne choisit pas ses parents et ses voisins, mais on peut choisir ses amis. Ce sont les Français qui ont décidé, parce qu'il y a un gouvernement qui ne leur convient pas, après la nomination l'installation du chef de l'État et la nomination du Premier ministre, c'est eux qui ont décidé qu'ils vont partir. Nous leur avons dit, allez-y. Donc, je vais rectifier, c'est eux qui ont demandé à partir en imaginant qu'on allait venir les prier pour rester. Nous avons dit que nous ne prierons personne. Mais en fait, vous avez renoncé à ces accords, vous avez déclaré cela aussi. Non, bien sûr, quand vous demandez de partir, on vous dit de venir. Vous décidez de partir sans nous aviser et on apprend par les médias ou dans une réunion que vous avez décidé de partir. C'est ce que nous allons appeler abandon en plein vol. À partir de ce moment, nous avons tiré les conclusions, les bonnes pour notre peuple. La sortie de la France du Mali, quelles sont les conséquences de cette sortie? Non, vous savez, nous avons fait une analyse objective de la situation historique et politique dans le monde. Nous avons constaté que le terrorisme était confiné à l'extrême nord du Mali, lorsque les autorités du Mali ont fait appel à l'État français. Le président de la France d'alors, François Hollande, avait déclaré que l'intervention française poursuivait trois objectifs: détruire le terrorisme, restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, appliquer les résolutions du système des Nations Unies. Je crois qu'il a confirmé lors d'un voyage ici au Qatar en 2014. Mais 9 ans après, le terrorisme qui était confiné au nord du Mali a pris 80% du territoire. Les résolutions, l'autorité de l'État du Mali n'est toujours pas installée dans une enclave créée par l'État français. Parce que lorsque notre armée a libéré tout le pays avec l'appui aérien de la France, il y a une enclave où la France a interdit que l'armée malienne entre. Et cette enclave a servi de sanctuaire pour les terroristes pour aller s'organiser et revenir. Donc, le terrorisme n'a pas été vaincu.
L'autorité de l'État n'a pas été restaurée dans tous les pays. Les résolutions des Nations Unies changent à chaque session. Ça, c'est un. La deuxième chose, nous avions des informations précises que certains acteurs terroristes étaient en contact avec les Français. Nous avons des informations, on a les preuves. Troisièmement, nous avons regardé dans le monde. Nulle part, ce qu'on appelait la communauté internationale seule n'a apporté la paix dans un pays. Je viens de vous citer le cas d'un pays asiatique où pendant 20 ans on a organisé des élections et puis un jour, ils sont partis. Et les citoyens s'accrochaient au train d'atterrissage des avions. Au Mali, des militaires, des officiers patriotes qui étaient sur le terrain pendant la moitié de leur vie sont revenus avec les contestations qu'il y avait dans le pays pendant 4 mois pour changer la donne et dire d'abord restaurons la sécurité, ensuite organisons des élections. Les Français ont dit non, ils ont dit qu'ils vont partir. Nous leur avons dit de partir. Et nous avons décidé de choisir un partenaire qui ne nous fera pas chanter et sur lequel il n'y aura pas de chantage. Nous ne pouvons pas payer d'avion, nous ne pouvons pas payer d'hélicoptère. Qu'est-ce qu'on fait? Ce partenaire dont vous parlez, Votre Excellence, c'est la Russie, n'est-ce pas? Il est connu, c'est la Russie, exactement. Mais la Russie n'est pas notre seul partenaire. Comme les Français parlent beaucoup de la Russie, nous en parlons aussi. Sinon, nous sommes avec tout le monde, sauf ceux qui ne veulent pas coopérer avec nous, parce que nous avons fixé 3 principes à partir desquels un pays peut être ami du Mali. La première des choses, il faut respecter notre souveraineté. On ne peut pas dicter à nos autorités de l'extérieur ce qu'ils doivent faire. Deuxièmement, le Mali doit avoir le libre choix de son partenariat stratégique et de ses partenaires. Et enfin, dans toute action publique, il faut se poser la question, quel est l'intérêt du peuple malien? Ça, c'est le principe édicté par notre nouveau président. Mais Votre Excellence, maintenant, l'Union européenne et les États-Unis expriment leurs soucis vis-à-vis à la présence de Wagner ont reçu cette milice. Est-ce que vous pensez que ces soucis-là sont légitimes? Vous savez, ces soucis ne sont pas légitimes, il faut les relativiser. Nous, notre priorité, c'est de sécuriser notre population. Pendant qu'on est en train de nous massacrer par centaines, on ne peut pas venir nous parler d'autre chose. Vous savez, il y a en Afrique un dicton qui va vous faire rire. Un cabri qui était déjà mort, qu'on le brûle ou qu'on le mette au frigo, qu'est-ce que ça change pour lui? Nos populations et nos militaires sont en train d'être tués. Les autres sont dans des débats académiques. On achète un avion de transport des troupes aux États-Unis. On fait 1 an, nous ne pouvons pas rentrer en position de l'avion. On tue nos troupes dans un camp militaire. On ne peut pas apporter du soutien parce que c'est la communauté internationale qui doit donner l'avion de transport. Il ne peut pas l'avoir. Donc, on ne peut pas acheter des hélicoptères, on ne peut pas acheter des avions de combat, des avions de transport simples. Nous achetons avec les Américains. Les Français font du lobbying pour bloquer. Qu'est-ce qu'on fait? Logiquement, si on a décidé de prendre notre destin en main, nous travaillons avec celui contre lequel personne ne peut faire de pression. Aujourd'hui, nous avons équipé notre armée en 1 année, plus que les 30 dernières années réunies, alors qu'il n'y a pas d'aide internationale. C'est grâce à la coopération avec la Russie. La peur a changé de camp aujourd'hui. C'est grâce à la coopération avec la Russie et d'autres partenaires, bien sûr. La Turquie, la Chine et d'autres sont connus. Donc, nous disons que notre priorité, c'est notre peuple. Ce que les fonctionnaires de l'Union européenne, des États-Unis disent, nous sommes à l'écoute, mais nous parlons avec eux. J'ai expliqué aux ambassadeurs qui sont dans notre pays qu'il ne faut pas être dans un combat qui n'est pas le nôtre, le leur. Aujourd'hui, il y a un État qui fait du lobbying au niveau de l'Union européenne, des Nations Unies, uniquement pour mettre les bâtons dans les roues du Mali. Cet État est connu. J'ai demandé aux Européens de voir leurs intérêts et les défendre et ne pas suivre les paroles des ministres qui s'acharnent contre Si vous permettez, nos Votre autorités. Excellence, question de suivi. Cette coopération avec la Russie, quels sont les résultats, surtout au niveau sécuritaire? Les résultats, je viens de vous le dire, la peur a changé de camp aujourd'hui. Avant le début de notre coopération avec la Russie, il y a des villages entiers qui étaient tués par des soi-disant musulmans.
Vous savez, l'islam, c'est la religion dominante chez nous, plus de 95%. L'islam est chez nous depuis plus de 1000 ans. Donc, que des illuminés viennent il y a quelques jours massacrer des musulmans qui prient au nom de l'islam, des Maliens ne peuvent pas faire ça. On tuait des camps entiers. Vous imaginez un camp qui est financé par la communauté internationale, construit par la communauté internationale, avec des militaires dans le camp, dans le désert. Ils n'ont pas à boire. Tout le monde sait que le premier besoin de l'homme dans le désert et partout, c'est de boire. Et nos militaires sont obligés de sortir, aller chercher de l'eau ailleurs, et on les tue. On ne peut pas venir au secours parce qu'on n'a pas d'avion de transport. Aujourd'hui, nous avons des hélicoptères, des avions, des drones pour couvrir l'ensemble de nos territoires. Nous avons des avions de transport pour aller là où nous voulons. Nous n'avons aujourd'hui pas besoin d'injonction d'un pays étranger. C'est tout ce que nous avons demandé. Notre souveraineté, qu'on la respecte. On ne peut pas regarder notre population mourir et suivre les injonctions d'un ministre ou d'un président d'un autre pays. Tous les pays sont censés Si vous connaître permettez. ça. Maintenant, il y a une confrontation connue dans le monde entre l'Occident et la Russie. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet que votre rapprochement avec la Russie, est-ce que vous ne pensez pas que vous pourrez souffrir Vous d'une savez, il y isolation? a un débat géopolitique dans lequel certains voulaient nous entraîner. Nous voulons résoudre les problèmes des populations au nom desquelles on parle. Lorsqu'on veut ôter la vie à la population, est-ce que nous devons débattre d'autre chose que de sauver d'abord la vie de cette population? C'est ce que nous faisons avec la Russie. Les autres regardaient notre population mourir. Il y a une élite qu'ils encensaient tout le temps, qui voyageait, qui était dans les avions, qu'on félicitait. Les populations mouraient par centaines. Nous avons dit qu'il faut arrêter cela. C'est tout notre tort. Les débats géopolitiques, géostratégiques. La Russie sait se défendre sans le Mali, comme l'Amérique peut le faire, comme les autres pays. C'est un faux débat dans lequel on veut nous entraîner. Nous n'allons pas nous laisser entraîner dans ça. Nous allons continuer à défendre notre population, à défendre aux Nations Unies les résolutions que nous pensons être conformes à notre vision. Ils ont fait prendre un embargo en influençant les organisations internationales qu'on a mené à l'ONU, qui l'a bloqué. C'est la Russie contre le Mali. Donc ici, la Russie défend nos intérêts. Et il est de nos intérêts aujourd'hui de faire un choix. Nous avons fait ce choix et nous l'assumons. Et notre peuple est d'accord majoritairement. Les autorités françaises vous accusent maintenant d'inspirer en fait d'autres voisins dans la région. Comment Non, vous savez, nous cherchons à résoudre nos problèmes. On n'a pas de problème, notre peuple, avec le peuple français. Vous savez qu'en France, en dehors de la communauté algérienne, la communauté la plus importante est les Malienne. Cette communauté, en grande majorité, soutient ces autorités aujourd'hui. Il faut que les autorités françaises les demandent pourquoi vous soutenez ces autorités. Parce que la majorité des Maliens comprennent que ces autorités travaillent pour elles. Ça, c'est... Maintenant, que les autres pays regardent notre exemple et qui s'en inspirent, mais c'est leur droit. Je prends un pays ami comme le Burkina Faso. Il n'y a pas de problème de démocratie là-bas, il n'y en avait pas. Il y avait un gouvernement élu, un président élu. Pourquoi il y a un soulèvement? Partout dans le Sahel, c'est la question du terrorisme, de l'insécurité qui est à la base de la déstabilisation des États. La démocratie n'est pas en cause. Ce qu'on refuse, c'est de nous faire croire que la population a besoin de démocratie avant la vie. Nous disons que la population doit vivre, manger, se soigner, être éduquée. Elle va imposer la démocratie. Ce n'est pas un dirigeant qui choisit. Tous les pays, on a voulu faire choisir par un dirigeant, ça a échoué. Et ceux qui nous donnent ces leçons, ils ont fait 200, 300 ans. Et ils veulent que nous le fassions en quelques semaines et regarder notre population mourir, continuer à féliciter une certaine élite qui est très contente d'être dans les avions, voyager, avoir des parfums. Nous, on a fini avec ça. Notre souci, c'est la sécurité de nos populations. les pays ont besoin de relations multiples pour se développer. Je ne pense pas que beaucoup de pays sont d'accord avec cette vision que vous venez de citer qu'il faut poser. Aucun pays dans le monde, aucun dirigeant digne de ce nom ne peut mettre autre chose devant la vie de ses citoyens.
C'est ce que nous faisons. Pour le reste, nous sommes amis à tout le monde. Nous n'avons pas d'État ennemi. Même les Français, je viens de vous le dire, c'est des choix que des dirigeants ont faits qui sont des mauvais choix. Je crois qu'ils ont compris. Actuellement, ils essaient de rattraper partout en Afrique en disant qu'ils vont être moins arrogants, ils vont être plus compréhensifs. Tout ça, c'est des leçons tirées de la situation du Mali. Quand un président s'arrête en France pour insulter notre président, quand un ambassadeur se mêle de nos affaires intérieures, on le met en garde une fois, deux fois. Mais ça, c'est quel pays? Lorsque des radios et des télévisions dont les correspondants ont été renvoyés du Mali depuis des années parce que leur carte de presse est périmée, à distance donnent des fausses interviews en recrutant des personnes localement, ils font passer dans le monde. Et le monde croit que ce qu'il dit est vrai. Or, nous savons qu'ils voulaient pousser à la guerre ethnique, au problème entre les citoyens. Un pays comme ça, nous leur disons d'arrêter. Et ça, c'est les autorités, ce n'est pas le peuple français. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut que ces autorités changent de logiciel. Je dis à tout le monde et à mes interlocuteurs français, il ne faut pas se tromper d'époque. Les hommes qui dirigent l'Afrique aujourd'hui ont fait les mêmes grandes écoles. Ce n'est pas au lendemain de la colonisation où il ne faut pas se tromper de peuple. Il y a des pays qui ont été colonisés en 6 mois, en 1 an. Chez nous, c'est 38 ans de guerre. Et pendant 70 ans, notre pays n'a jamais accepté la soumission. C'est un peuple réfractaire à la soumission. Et enfin, il faut changer aujourd'hui la façon de faire. Il faut changer de peuple, il faut changer de dirigeants. Ils se trompent de dirigeants. Ceux qui sont à la tête du Mali aujourd'hui, ce ne sont pas des hommes qui aiment être flattés de l'extérieur. C'est des hommes qui aiment travailler pour leur peuple, que leur peuple les flatte et les appréciations de l'extérieur viendront. D'accord, parfait, monsieur. Vous avez parlé de la communauté malienne en France et cela nous amène de parler aussi des ressortissants maliens qui ont quitté la Tunisie il y a quelques jours en raison des déclarations et des propos du président tunisien contre les citoyens Vous savez, nous africains. avons été très peinés de voir et d'entendre un haut dirigeant parler ainsi. Vous savez, la parole d'un haut dirigeant, ce n'est pas la parole d'un simple citoyen. Nous savons qu'il y avait ce potentiel qui existe chez certains. Et quand un premier dirigeant parle, ce n'est pas la même chose. Ce que nous avons fait, nous avons envoyé des avions, rapatrié nos citoyens. Bon, l'Union africaine qui se laisse influencer par l'Union européenne, pourquoi elle ne parle pas maintenant? On ne l'a pas entendu. Les Africains attendent une réaction de l'Union africaine. Et les Tunisiens, je crois, majoritairement, ne sont pas d'accord avec eux. Parce que la Tunisie, c'est un pays africain. Je crois que les diplomates tunisiens doivent être très gênés aujourd'hui. Leur président même, je suis convaincu qu'il a compris que ça a été une faute, en tout cas, de cette façon de parler. Nous pensons que c'est des erreurs de parcours qu'il faut corriger parce qu'on a besoin de paix en Afrique aujourd'hui. Pendant que certains meurent dans les océans, c'est dramatique de voir des Africains tués dans un pays africain. Mais je crois qu'il appartient aux dirigeants tunisiens de tirer les conclusions qui s'imposent. Nous, nous en avons déjà tiré. Merci beaucoup, Votre Excellence. Ça a été un grand plaisir de vous avoir avec nous ici au studio d'Al Jazeera. Merci beaucoup pour votre coopération. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. On a terminé. Merci. C'est à moi de vous remercier. Voilà, merci beaucoup. Je remercie les autorités du Qatar aussi. Merci bien.